Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle déclinaison de Planète Crétin. Alors déjà, Planète Crétin politique, c'est quoi? C'est un canal d'expression pour une majorité française silencieuse qui correspond grosso modo à monsieur et madame tout le monde. Silencieuse, pourquoi? Parce que cette catégorie de personnes s'exprime assez peu dans les médias historiques. Silencieuse parce qu'elle ne participera pas aux grèves dans les usines, considérant que ça met en péril la survie des entreprises. Silencieuse parce que vous ne la trouverez pas non plus à squatter les ronds-points, en sachant qu'il existe d'autres moyens que de pourrir la vie de nos concitoyens pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et aussi majorité silencieuse parce qu'elle considère comme normal de payer sans rechigner des impôts qui sont indispensables au fonctionnement du pays. Quel est l'objet de cette nouvelle vidéo? C'est évidemment le reconfinement annoncé ce soir, mercredi 28 octobre, par notre président. En règle générale, je soutiens les différents gouvernements successifs, considérant qu'il est véritablement horripilant, comme le font une partie de nos concitoyens, de toujours s'opposer à tout, d'être systématiquement contre toutes les décisions qui sont prises, sans même en attendre un quelconque résultat. Il faut quand même laisser aux gens le temps de travailler. D'ailleurs, on peut dire que la première moitié de la crise sanitaire a été plutôt bien gérée. Alors, je ne parle pas de l'action de notre caricature du Premier ministre actuel, dont le verbe pittoresque n'est pas sans nous rappeler les vacances au camping et le marché au Gras de Gimont. D'ailleurs, je pense que s'il a été placé là, ce n'est pas par hasard, il y a une manœuvre derrière, c'est beaucoup trop gros pour ne pas avoir été bien réfléchi et mûri. Non, je parle du précédent, le barbu grisonnant, ce qui le rendait sympathique d'ailleurs, Édouard Philippe, qui a quand même géré le début de la crise de façon relativement inattaquable, avec un peu d'objectivité. Maintenant, la situation est beaucoup moins nette, il y a un peu de flottement, nous avons tous admis qu'il ne s'agissait pas uniquement de serrer les dents pendant quelques mois, mais que la situation allait s'étirer sur des années. Au regard de la nouveauté et de la criticité de ce qui nous arrive, n'est-ce pas l'occasion de demander son avis au peuple français sur ses préférences en termes de gestion de la crise? Évidemment, en disant ça, il vient en tête la question du référendum. Un référendum aurait-il été judicieux, voire nécessaire? Et pour tenter de répondre à cette question, je me suis demandé dans quel cas on avait utilisé des référendums. J'ai donc fait un petit saut sur Wikipédia. Après 1958, il y a eu 10 référendums. Le premier pour la constitution de la Ve République, le deuxième pour l'autodétermination de l'indépendance de l'Algérie, en 1962 les accords d'Évian, puis la questionnement sur l'élection au suffrage universel du président de la République, 1969 la réforme du Sénat et la régionalisation, 1972 élargissement de la CE au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Danemark et à la Norvège, en 1988 autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, 1992 le traité de Maastricht, en 2000 la réduction de 7 à 5 ans de la durée du mandat du président de la République, alors là franchement ce n'est pas capital, et en 2005 le traité pour établir une constitution en Europe. Donc on voit avec les petites croix rouges ceux qui ont été refusés. Il faut bien se dire que dans une immense majorité des cas, il n'y a pas un dixième de la population française qui avait les compétences et les capacités de jugement nécessaires à prendre une décision judicieuse. Demander à la totalité des citoyens de s'exprimer sur un sujet extrêmement pointu, en sachant que pour la majorité d'entre eux, ça revient à lancer une pièce en l'air et à faire un pile ou face pour décider de ce qu'ils vont voter, c'est quand même un petit peu hypocrite. Je suis moi-même dans la tranche d'âge qui a participé au vote pour le traité de Maastricht. C'était absolument risible. Le résumé qui a été mis à la disposition des citoyens pour prendre la décision de voter pour ou contre était très très insuffisant. On ne peut pas envisager de synthétiser des pages et des pages de texte en 2 lignes comme ça a été fait. Au titre de ceux où le commun des mortels pouvait formuler un avis pertinent, on peut citer l'élection au suffrage universel, l'élargissement de la CE, ok, réduction de 5 à 7 ans, ok, ça c'est dans les choses qui sont abordables au commun des mortels. Les autres, c'est véritablement une affaire de spécialistes. Maintenant, considérons les chiffres pour voir si le Covid-19 mériterait ou pas un référendum. Alors je dis le, parce que déjà pendant 6 mois on a dit le, que en anglais, disease, ce n'est pas une personne, donc ça n'a pas de genre, c'est it. Donc pourquoi plus la Covid maintenant que le Covid? Pour ma part, je poursuis avec le Covid. Jetons un œil sur les chiffres.
D'après les statistiques Google, nous en sommes en France à 35 541 décès depuis le début de l'année, liés exclusivement au Covid, et 1 167 000 pour le monde entier, avec une pointe de décès à 523 unités dans les dernières 24 heures. Donc c'est vraisemblablement cette petite pointe qui a fait peur à notre gouvernement. Là, on revient à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mi-mai. Donc l'inquiétude est compréhensible, effectivement. Si l'on veut comparer ça avec des chiffres normaux de mortalité au niveau français, on peut télécharger des fichiers de données sur le site de l'INSEE. Il faut se faire le calcul soi-même parce que c'est beaucoup moins sexy que la présentation Google. Voici, alors sur l'INSEE, tous les chiffres démarrent au 1er mars. On a l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé avant. Donc du 1er mars au 5 octobre, nous en sommes à 313 000 décès en France, tout confondu. Il y en avait eu 282 000 en 2019 et 294 000 en 2018, ce qui fait une baisse de 4% entre 2018 et 2019, une hausse de 10% entre 2019 et 2020, ce qui fait grosso modo pour l'instant à peu près seulement 6% de plus entre 2018 et 2020. En sachant que évidemment d'ici la fin de l'année, ce ratio va nécessairement augmenter si l'on prend en compte l'augmentation très probable des décès liés exclusivement au Covid. Maintenant, où est la priorité ? Si l'on en croit les jeunes qui sont interviewés à la radio, on a le sentiment que la priorité c'est de pouvoir circuler librement et faire la fête la nuit, et pour cela pénaliser les entreprises en les soumettant à des contraintes pour limiter de leur côté la transmission du virus. Si on en croit les restaurateurs, c'est de sauvegarder leur business parce qu'on sait bien que c'est toujours plus facile de maintenir une entreprise en vie que de la relancer une fois qu'elle est morte. Pour les seniors hébergés en EHPAD, comme pour notre gouvernement, la priorité, c'est la santé. Mais est-ce qu'il y a eu véritablement une concertation au niveau national? Non, absolument pas. Le fait de choisir la santé en priorité numéro 1, c'est politiquement extrêmement correct, mais est-ce que ça correspond véritablement aux souhaits de la majorité des Français ? Est-ce que les individus qui vont se retrouver au chômage et qui seront obligés de vendre leur SUV pour acheter une berline qui consomme un peu moins et avec des pneus plus petits, est-ce que ces personnes-là sont prêtes à accepter ce sacrifice pour sauver leur grand-mère? Il est possible que certains individus soient intéressés par l'inverse. Oui, c'est pousser le bouchon un petit peu loin dans le questionnement. Maintenant, ce qui ne fait pas rire du tout, c'est toute cette génération de jeunes qui va être sacrifiée, dont les études sont mises à mal par les contraintes sanitaires. Jusque-là, on était déjà sur un système éducatif où le nivellement par le bas s'exerce largement. Depuis des années, le niveau des programmes de l'enseignement est en baisse pour s'aligner de façon systématique sur les élèves les plus mauvais des classes. Il faut que tout le monde puisse suivre. On se trouve déjà dans une situation relativement dramatique par rapport à ça. La première période de confinement a déjà fait beaucoup de mal au niveau scolaire. Même les élèves qui se sont accrochés le plus ont travaillé l'équivalent d'1 heure par jour pendant plusieurs mois. Ça a été absolument abominable en termes de progression. Maintenant, nous nous trouvons avec des jeunes, avec des étudiants qui rament comme des perdus pour obtenir des stages qui ne correspondent même pas à leur qualification, des étudiants en alternance qui ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir et qui ne vont même pas pouvoir valider leur année à cause de ça. Donc la situation est extrêmement critique. L'avenir était déjà pas forcément très souriant pour ces jeunes-là. Et en plus, avant même de commencer, ils sont pénalisés. Le risque, il est où ? Le fait de mettre la priorité dans la protection des populations les plus vulnérables d'un point de vue de la santé, il est d'amputer nos jeunes de leur avenir et possiblement de les mener à des réactions peut-être excessives mais néanmoins compréhensibles. Il faudrait s'attendre à ce que les prochaines vagues que l'on voit déferler dans les rues, ça ne soit pas uniquement une minorité en habit de lumière, mais que ça soit la totalité de nos forces vives, de ces jeunes, que l'on risque de priver d'avenir. Nous sommes donc devant un dilemme de cornélien. Faut-il sauver notre jeunesse en maintenant un niveau d'activité économique à peu près normal,
ou faut-il sauver notre vieillesse en garantissant une qualité de soins acceptable pour tous? Pour moi, cette question-là mérite un référendum. Merci de m'avoir écouté, et encore une fois, Planète Crétin, ce n'est pas pour faire plaisir, mais pour faire réfléchir. À bientôt. Planète Crétin à la suite. Ce qui précède a été tourné la semaine dernière, au moment de l'annonce du confinement. Nous sommes lundi soir, après un premier week-end de confinement qui est à mourir de rire. Et pas que de rire. Les commerces qui, lors du premier confinement, s'étaient un peu fait prendre au dépourvu et n'avaient pas trop eu le temps de se retourner pour s'organiser, cette fois-ci, ont eu tout le temps de bâtir une stratégie. Moralité, à part les librairies, tout est ouvert, les supermarchés, Jiffy, Castorama, etc. Tout est ouvert, il y a du monde partout dans les parcs. Les chasseurs ont le droit d'aller à la chasse. Les chasseurs de champignons, eux, n'ont pas pu sortir, mais c'est à peu près les seuls. C'est les seuls qui ont été pénalisés. Donc, est-ce que ça fait peur à quelqu'un qu'il n'y ait plus de place en réanimation la semaine prochaine et que pour maintenir des activités économiques et sociales, on envisage de mettre des corps dans des petites boîtes parce qu'on ne pourra pas soigner les gens? Manifestement, ça ne fait peur à personne. Les papis-mamies sont les premiers à être dehors, à faire leurs courses et à se balader. Donc on en déduit que la question du référendum, elle est vite répondue. À bientôt sur Planète Crétin pour une nouvelle vidéo.